passer pour celui ou celle qui pète les plombs, c'est pas se rendre service non plus. La carte n'est pas le territoire. L'audace de montrer qui je suis, d'oser être moi-même. Où la personne la plus douce de la pièce déraille. Pour moi, réussir sa vie, c'est aussi rendre les gens heureux. Quand on pète les plombs, ce ne sont pas nos faiblesses qui ressortent, mais ce sont nos valeurs. On s'inflige des choses qu'on a entendues depuis tout petit dans notre éducation, jusqu'à s'oublier soi-même. Réussir sa vie, c'est réussir à être pleinement soi. Je te dis pas non à toi, je dis non à ta demande. Géraldine, il y a quelques semaines, tu as posté une vidéo sur Instagram, une vidéo sur l'empathie. Sur ce moment précis où la personne la plus douce de la pièce déraille, où celle qui encaisse tout, qui comprend tout, qui excuse tout, explose. 900 000 personnes ont regardé cette vidéo. J'ai regardé ce matin le compteur. Ça représente 190 jours de temps de visionnage cumulé. Pas parce que tu expliques ce qu'est l'empathie, mais parce que tu décris ce moment où tout bascule. Ce moment que l'on a, chacun d'entre nous, vécu, je pense, au moins une fois. Et ce qui m'a frappée dans les statistiques de cette vidéo, c'est que 92% des personnes qui ont réagi sont des femmes. Comme si tu avais touché quelque chose d'universel. Une douleur partagée, cette fatigue de toujours tout porter. Géraldine, tu accompagnes les gens vers ce que tu appelles l'audace d'être soi. Tu formes des managers, tu formes des comex. Tu parles de ces fameux conditionnements qui nous enferment, de ces talents que l'on ignore pour corriger des faiblesses qui n'en sont peut-être pas. Tu dis cette phrase que j'adore, la poussière retombe toujours sur les mêmes meubles, comme pour nous rappeler que nos schémas nous rattrapent toujours. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, de ces moments où l'on explose, de ces masques que l'on porte et de cette audace folle qu'il faut pour oser être soi, dans un monde qui nous demande sans cesse de nous adapter. Géraldine Bichard, bienvenue dans la légende personnelle. Merci, waouh. Quel portrait. Et écoute, c'est un portrait mérité, j'ai envie de dire. Et pour mieux te connaître, alors moi, j'ai pas envie, ce que je te disais avant, tu as l'air un peu émue. Bah oui, ça fait toujours bizarre de s'entendre raconter par quelqu'un d'autre. Ouais. Moi, j'ai l'habitude de faire raconter les autres, leur vie, leurs problématiques, leurs blessures, etc. Et puis de les porter aussi vers la lumière et puis voilà, s'extérioriser. Donc ça fait du bien, merci. Avec plaisir. C'est plein de reconnaissance et j'en ai besoin, comme tout le monde. Oui, comme tout le monde. Et puis j'ai la chance et le bonheur de te connaître depuis longtemps. Donc en plus, c'était facile de faire ce portrait. Donc, j'ai pas envie d'aller dans une présentation très classique. Ouais, ça me je te propose un portrait chinois, c'est quand même beaucoup plus drôle. Carrément. Donc, je vais te poser 3 questions. La première, si tu étais un personnage de fiction, tu serais qui ? Alors, de fiction, ça remonte à mes jeunes années. Ça serait un mélange entre Wonder Woman, parce que franchement, alors pour les cheveux, oui, bien sûr. Les lunettes aussi, quand elle est pas en Puis tu n'as pas là, mais... Non, mais j'ai les mêmes, parce que j'adore. En effet. Et Shiva, parce que forcément, il faut être un petit peu partout, tout le temps, en tant que femme, mais en tant que personne qui travaille et qui a une famille à gérer. C'est un petit mélange que j'aime bien et peut-être une petite touche de fée clochette aussi, pour les moments magiques. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. En effet. T'aimes bien ? Oui, ça me va. Ça me va très bien. Si ta vie était une chanson, ce serait laquelle ? Alors, Résiste. Forcément, vu le message et puis ce que j'ai envie d'abord ce que je porte, parce que moi je suis plutôt il faut assumer, il faut résister, il faut se battre, il faut avancer. J'adore cette chanson. Quand tu m'as posé cette question, j'ai tout de suite pensé à ça. Et puis le tourbillon de la vie. Oui. Là, c'est plus pour le message, oui, sans doute, mais aussi je trouve que c'est une aventure la vie. C'est ça qui est chouette. C'est un tourbillon joyeux avec des moments plus difficiles et des moments très sympas. Et moi, c'est ça que je retiens. Ok. Ouais. Et alors, cette vidéo virale dont j'ai parlé, dont on va reparler, puisqu'elle est un peu aussi la genèse de cet épisode. Cette vidéo donc, sur l'empathie, si c'était une scène de film, ce serait laquelle ? En fait, j'ai adoré les commentaires. Déjà, merci à tous ces commentaires. C'est vraiment chouette parce que je sens que j'ai touché un truc profond et moi qui me parle aussi beaucoup. Et en fait, dans les commentaires, il y a eu 2 scènes qui ont été souvent citées.
la scène de la crise avec Maria Pacôme qui pète les plombs à un moment donné parce que elle dit que maintenant ça suffit. Elle s'est occupée de tout le monde, elle a fait passer tout le monde avant elle et que maintenant elle va s'occuper d'elle. Donc j'adore ce pétage de plomb qui en dit long en fait. Et puis surtout qui surprend parce qu'on voit les visages en face mais que se passe-t-il? Et dans la vraie vie, c'est vraiment ça. Ouais. C'est-à-dire que quand on ose enfin affirmer, et parfois avec un peu de puissance, que maintenant on se fait passer en premier, ça donne ça dans le visage des autres. Et puis finalement, on a de la compréhension après l'effet de sidération et de surprise. Et puis une deuxième scène, pareil, qui a été citée plusieurs fois, dans Le Prénom, quand Valérie Benguigui, que je trouve super comme actrice, pète les plombs aussi en disant mais pourquoi on m'a pas raconté, pourquoi on m'en a pas parlé, et pareil qui met au devant de la scène le fait que elle s'est toujours occupée des autres et il y a plein d'éléments, plein de choses que on lui a cachées. Pourquoi? Et maintenant qu'elle va se faire passer en premier. Enfin, en gros, c'est un peu ça, je crois, qu'elle raconte. Mais j'adore ce moment où effectivement, pareil, on revoit la même réaction chez les autres qui se disent, mais jusqu'à présent, elle disait rien, elle était toujours à nos côtés, toujours l'écoute, enfin l'oreille attentive, sans que on lui ait dit merci un jour. Et du coup, voilà, je reprends un peu ces deux scènes-là que je trouve super et qui sont vraiment évocatrices de ce moment-là. Oui. Pour moi. Oui, c'est ça, c'est cette stupéfaction finalement que ça crée chez les autres. Donc cette vidéo, on y revient, 900 000 vues ce matin au compteur. Tu décris donc ce moment précis là où la personne explose, donc comme Valérie Benguigui ou comme Maria Pacôme dans ces deux scènes. Ouais. Celle qui a toujours encaissé, qui tout d'un coup dit stop avec une violence qui surprend tout le monde parce que du coup, trop d'encaissement fait que à un moment donné il faut que ça sorte et ça devient très très volcanique. Tu crois que cette vidéo elle a explosé parce qu'elle nomme enfin cette expérience que toutes les femmes vivent? Alors je dis toutes les femmes parce que ce que je disais, c'est 92% de femmes qui ont réagi à ça. Il peut y avoir évidemment des hommes, mais est-ce que c'est parce que voilà, on le vit, mais on n'ose pas forcément le raconter? C'est comme si tu avais mis le doigt sur quelque chose qu'on porte tous, mais vraiment très très en silence. Pourquoi, à ton avis? Déjà parce que c'est universel, c'est vraiment la nature humaine en fait. Où le truc, c'est que, alors oui, sans doute plus de femmes, parce que je pense qu'on est très libre de montrer nos faiblesses quelque part. Enfin, si tant est que c'est une faiblesse, je pense pas. C'est plutôt un truc qui s'exprime, qui a besoin de sortir à un moment donné. Et finalement, ça parle de l'être humain, c'est-à-dire que on se fait rarement passer en premier, surtout. Alors après, j'ai pas le détail des femmes qui ont répondu à ça, mais c'est vrai qu'on a tendance à toujours essayer d'être parfaite. Voilà, tout à l'heure, j'ai cité Wonder Woman. On a des conditionnements qui nous collent à la peau, en fait. Il faut être parfaite au travail, il faut être parfaite, toujours impeccable, etc. On rentre du travail où on a une bonne journée, et on arrive à la maison, et encore une fois, très souvent, même si les hommes mettent la main à la pâte, etc. Et j'adore les hommes, c'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est que on a été élevé à la maison, c'est souvent les femmes qui gèrent, etc. Et que c'est vrai qu'à un moment donné, on n'est pas des surhumaines ou des surhumains et que faut que ça craque, quoi. Faut que le vernis de montrer de la perfection, à un moment donné, il explose. Et puis il y a les valeurs aussi. On en a beaucoup parlé, les gens ont beaucoup réagi aussi par rapport à ça. C'est pas que la surcharge mentale dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est aussi, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Et qu'on n'accepte pas d'entendre, de voir. Et là, c'est un peu comme si on n'avait pas tous la même paire de lunettes, finalement, et qu'il y a des moments, ça vient gratter. Ce qu'on entend, ce qu'on nous dit, etc. Et là, on a besoin de dire notre vraie nature et nos vraies opinions. Oui, mais donc finalement, il y a cette histoire de conditionnement aussi qui est très forte. En effet, où je vais prendre des exemples qui sont... Moi aussi, j'aime évidemment mon mari, les hommes, les amis hommes, etc. Mais il y a toujours ce sujet de
qui gère les rendez-vous chez le médecin avec les enfants, qui a le compte Doctolib, coucou Doctolib, voilà. Donc ça, en effet, il y a des espèces d'injonctions qui sont induites dans le fonctionnement d'un couple finalement, mais donc il y a aussi ces espèces de conditionnement à être des éponges et à porter certains sujets qu'on n'a pas du tout envie de porter par ailleurs, et qui font que derrière on peut totalement péter les plombs. C'est ça. Bah oui, il y a ça. Alors après, sans faire de prosélytisme pour quoi que ce soit, mais c'est vrai que moi, ce que j'entends en tous les cas beaucoup par rapport aux personnes que je peux accompagner, c'est que les hommes, ils aident, hein, évidemment. Ils sont aussi dans le quotidien avec les enfants, etc. Très souvent, même quand on se passe les charges mentales du quotidien à gérer dans une famille, etc., souvent, c'est quand même la femme qui doit dire « bah oui, il faut prendre rendez-vous, oui ». Donc, en fait, on ne l'enlève pas, cette case. C'est ça, le truc. C'est aussi, en tous les cas, par rapport au fait d'avoir à un moment donné un truc qui monte et qu'on est fatigué, c'est aussi qu'on n'ose pas le dire. Hein. Et les conditionnements, ils sont aussi là, en fait. Ils ne sont pas que parce que on a dit aux femmes d'être comme ça et aux hommes d'être comme ça. C'est aussi que nous, on s'inflige, quelque part, d'être parfaite parce qu'on nous a appris à dire quand tu es une femme, c'est important de faire toutes ces choses, toutes les choses du quotidien, etc. Et si on commençait, nous, par oser dire ça, j'aimerais bien qu'on répartisse, ça, j'aimerais bien, plutôt que le faire et s'en plaindre, peut-être ça changerait aussi un petit peu. Il y a une éducation, en fait, aussi, je pense, à s'autoriser à dire, en fait, ça m'amuse pas non plus. Donc, si on partageait. Ouais. Là, tu as parlé aussi des valeurs. Donc, finalement, dire ce ne sont pas, quand on pète les plombs, ce ne sont pas nos faiblesses qui ressortent, mais ce sont nos valeurs qui sont bafouées, finalement, et qui reprennent le contrôle. Explique-moi, justement, comment est-ce que ça va changer sur la façon dont on peut juger, dont on peut se juger, et juger les autres, d'ailleurs, après avoir explosé cette histoire de valeurs. Alors, se juger, d'abord, peut-être faut éviter. Parce que c'est peut-être s'autoriser à se dire « bah oui, ça m'est arrivé » et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit s'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'exprime à travers cet agacement, cet énervement, voire ce déraillement. Moi, j'aime bien ce mot. Je sais que pour certains, il est un peu perturbant et qu'on se dit c'est trop fort. Mais voilà, dérailler, c'est juste se dire j'ai montré un visage, j'ai montré une personnalité. Et puis, il y a des moments, je suis autre chose aussi. Et parfois, c'est trop pour moi. Donc du coup, j'ai oublié ta question. Tu peux me la répéter ? Ma question, c'était en fait... Je m'emballe et j'ai oublié la question. Bah oui, non, mais je comprends. En même temps, c'est quand même un sujet moi aussi, je m'emballe. Très universel et dont on a tous besoin de parler. Sont nos valeurs qui vont reprendre le contrôle à ce moment-là. Elles sont bafouées. Et donc, comment est-ce que nous, donc, je te disais, on se juge après, mais tu as raison, se juger, finalement, c'est un peu difficile. Mais en tout cas, comment est-ce qu'on se répare après ça, ou comment est-ce qu'on évite ce moment-là? Ouais. Alors, il y a deux choses, en fait. Il y a effectivement ce qui se passe vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, effectivement, se dire que oui, ça peut nous arriver. On est des êtres humains avec des moments où c'est trop. Et du coup, de se dire, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Qu'est-ce qui s'est exprimé dans cette colère ? Qu'est-ce qui m'a fait réagir comme ça ? Alors d'abord, c'est très dur de le faire tout seul, en règle générale, parce que ça veut dire qu'il faut prendre du recul, prendre de la hauteur, se mettre en position méta, on va dire, c'est-à-dire regarder, se revisiter la scène un peu comme si on était à l'extérieur, et comprendre à quel moment ça a basculé. Donc très souvent, comme tu le dis, ça peut être une valeur de justice, de respect de mon opinion, je suis pas d'accord, etc., avec ce qui est dit, et ça fait plusieurs fois que je le dis pas, et voilà. Donc à un moment donné, ça sort un peu avec une puissance qui ressemble à de l'agressivité. Et puis le deuxième truc, c'est aussi de se dire finalement quel est le besoin
dans ce qui s'est exprimé là, que je n'ai pas nourri. Est-ce que je ne suis pas écoutée? Est-ce que je ne suis pas respectée dans ma manière de penser? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vit le quotidien, les scènes, les situations et donc ces moments-là avec des paires de lunettes un peu différentes. C'est un peu comme si on n'avait pas la même paire de lunettes. C'est pas la même chose qui se vit pour tout le monde lorsqu'on vit une même situation. C'est cette phrase que tu m'as dite là en préparant l'épisode, la carte n'est pas le territoire. Ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, la carte n'est pas le territoire, c'est pour exprimer, on peut vivre une même situation en même temps, et ce qui se vit pour chacun n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on ne partage pas la même expérience, la même situation. Ça nous rappelle des choses qu'on a déjà vécues, ça nous fait penser à des situations qui nous ont blessés et qu'on n'a pas réparées. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que dans ces moments-là, ça peut être ça aussi qui arrive. C'est-à-dire que ça vient, moi j'aime bien cette expression, appuyer sur un bouton qui est déjà c'est un peu comme si on avait une écorchure et qu'on venait la réactiver. Donc ça peut être ça qui se passe aussi. Donc en fait, ça peut être plein de sujets, mais ce qui va être important pour répondre à ta question, pour venir réparer, ou en tous les cas, c'est d'abord vis-à-vis de soi-même, pour se dire qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller regarder, d'aller visiter, est-ce que c'est un scénario répétitif qui parle d'un besoin qui n'est pas nourri, la reconnaissance par exemple, même à la maison, quand on n'a jamais de merci ou de tout ce qu'on fait, il y a un moment donné, ça explose. Et puis, c'est la relation aussi. Il y a pas mal de gens qui l'ont dit d'ailleurs dans les commentaires, que c'était le point de non-retour. C'est ça qui est dommage. C'est quand on en arrive là, ça arrive, mais il faut en faire quelque chose. D'après moi, il faut en faire quelque chose pour se dire comment je répare la relation par rapport à ça. Et comment on fait ? Eh bien, déjà, c'est se poser la question. Ça, c'est de toute façon prendre conscience de ce qui s'est joué pour nous, de ce qui nous arrive, de qu'est-ce qui n'est pas exprimé et qui s'exprime de manière un peu explosive. Quel est le besoin qu'on a besoin, enfin, quel est, le besoin qu'il faut aller chercher et qu'il faut reconnecter voilà, et oser aller faire la démarche. Si la relation, on a envie qu'elle continue et qu'on est un peu chagriné, voire triste d'avoir réagi comme ça, et que la relation pour nous en vaut la peine. Si ça en vaut pas la peine, peut-être c'est le moment que ça s'arrête, pourquoi pas. Mais si la relation pour nous elle est à préserver ou à réparer, c'est d'oser aller en parler. Mais ça, avec c'est les dur. bons mots, c'est super ça, dur. Ça, c'est très dur parce que ça nécessite, en tout cas, on a toujours cette espèce de, je ne sais pas si on peut dire biais, mais en tout cas, ce scénario catastrophe que l'on va se créer en se disant, mais de toute façon, je ne vais pas être écoutée, je ne vais pas être comprise, je vais me faire jeter. Et donc, il faut passer outre ça pour pouvoir aller réparer cette relation. C'est clair, ça demande du courage, ça c'est sûr. Ça demande du courage et c'est vrai que comment je travaille sur ce sujet-là avec les gens que j'accompagne, tout de suite, la réaction, très souvent, ça va être de dire « Oui, mais c'est encore moi qui dois faire l'effort. » Oui. En tous les cas, si pour nous, la relation est importante et qu'on veut... voilà, et puis se faire justice aussi, parce que passer pour celui ou celle qui pète les plombs, c'est pas se rendre service non plus. Donc, cette démarche-là, effectivement, ça demande du courage, ça demande à réfléchir, à se passer, j'aime bien cette expression aussi, le film à l'envers. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est joué? Se mettre dans cette position un peu de se dire je m'auto-questionne. Alors, c'est toujours mieux de le faire en étant accompagné, c'est plus simple. Et effectivement, de se dire comment je fais pour exprimer à l'autre ce qui s'est joué en moi. Et très honnêtement, quand je travaille avec des gens qui le font, ils me disent merci, en fait, c'était super. Parce qu'en face, c'est rare d'avoir ça comme réaction. Donc, encore une fois, ça surprend. Les gens se disent waouh, il ou elle a le courage de venir me voir et de reparler de ça. Et très souvent, on construit derrière une relation beaucoup plus forte. Oui. Beaucoup plus forte parce qu'on fait rentrer l'autre dans notre mode de fonctionnement, dans ce qui est important pour nous, et dans quelque part plus d'intimité, plus d'authenticité.
Et surtout, quelque chose dont on peut parler à ce moment-là, on montre qu'on est vulnérable. Et la vulnérabilité, c'est super beau, quoi. Donc, Ouais. mais on n'ose pas parce que, encore une fois, on a des conditionnements. Un homme, ça pleure pas. Une femme, ça fait pas ceci. Enfin voilà, faut sortir de ça en fait. Ouais. Et finalement, ce moment un peu dur et ce moment où on retourne vers l'autre, ça Mhm. permet aussi d'assumer des vérités qu'on n'assumait pas forcément avant Mhm. et de pouvoir grandir Complètement. aussi nous Ouais, c'est se et de sortir de ces fameux conditionnements. Bah oui, oui, oui. Et puis s'autoriser, enfin, c'est vraiment, moi j'adore cette manière de se dire, je vais avoir l'audace de montrer qui je suis, Oui, d'oser être moi-même. Et ça, on passe par là. Et c'est pas simple. Et c'est un travail de toute une vie, en fait. oui, c'est ça. Parce que souvent, pardon de te couper, Je t'en prie. ces fameux trucs, la poussière retombe toujours sur les mêmes meubles. La vie, elle va nous resservir très souvent les mêmes trucs jusqu'à temps que on se dise, je vais peut-être en faire quelque chose. Ouais. Est-ce que tu crois, du coup, que ces explosions-là, elles Mm. révèlent surtout à quel point on s'est enfermé dans nos conditionnements? Ou possiblement, oui, ça Ouais. peut arriver. Donc, cette éducation, là, tu disais, les sois gentil, fais pas de Bah vagues, oui, les ne fais fameux. pas de vagues. Ouais, Quand j'entends ça tellement souvent. bah ouais, Sois gentil, ne fais pas de vagues. Adapte-toi. ouais, c'est ça. Adapte-toi. C'est quand Mm. même difficile Mm. de s'adapter en permanence. Mais donc, ça crée ça, ces moments Bah oui, de possiblement. Et il y a des déraillement. moments qui sont des moments symptomatiques de ça, Ouais. effectivement, où on s'inflige des choses qu'on a entendues depuis tout petit dans notre éducation. C'est vachement bien d'avoir un cadre et d'avoir des choses qui se font, des choses qui se font pas. C'est ça qui nous permet de vivre en société quand même, évidemment, Mm. mais pas jusqu'à s'oublier soi-même, en Ouais. fait. Parce que ça me fait penser à quelque chose et on s'en était parlé donc parce qu'on se connaît donc très très bien. Et il y a une chose assez étrange, c'est que en fait, on subit des émotions qu'on ne va pas forcément comprendre Oui. liées à ces conditionnements. Et alors un mot ou alors un geste peut nous atteindre là où ça fait vraiment mal. Et c'est là où finalement on se rend compte que notre corps porte ces espèces de blessures, qu'on est très à fleur de peau sans forcément le savoir. Mhm. Comment, à ton avis, comment est-ce qu'on peut faire pour apprendre à décoder ces signaux avant d'exploser? Alors, avant d'exploser, ça veut dire qu'on a déjà fait pas mal de travail. Euh, Effectivement, tu parles du corps. Je trouve que c'est vachement intéressant parce que moi, j'y fais souvent appel dans Mhm. mes accompagnements. Parce que très souvent, quand je dis on se passe le film à l'envers, etc., ça a l'air facile comme ça. Mais en fait, c'est un travail où on va aller interroger quand même la personne sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça dit de toi, qu'est-ce que ça te rappelle comme expérience, à quel moment ça t'est déjà arrivé. Et Mhm. puis, à un moment donné, il y a aussi la mémoire du corps. Et parfois, ça arrive que j'aille plutôt sur ce terrain-là, parce que finalement, c'est pas facile de faire le tri entre ce que je ressens. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Et souvent, le corps, il sait avant nous, sans aller dans des trucs un peu tarte à la crème. Mhm. Effectivement, moi, ça m'arrive de dire aux gens, quand ils me disent, moi, j'en sais rien, ce qui s'est passé, je sais pas, de se dire, à quel endroit, là, quand tu en reparles avec moi, à quel endroit tu le sens dans ton corps? Donc, ça peut être au niveau des tripes, au niveau de la gorge, au niveau le cœur qui se remet à battre, parce que très Ouais. souvent, quand on reparle d'un moment comme ça, le cœur, il a la S'emballe, hein. mémoire, il Ouais. s'emballe, etc. Et à partir de là, effectivement, déjà de prendre conscience que c'est là, ça nous permet de dérouler la pelote et d'aller interroger l'endroit, voir l'expérience qui a été la première qui nous a blessés, quoi. Mhm. Très souvent, on revient sur des trucs un peu anciens. Ouais. Parce que c'est ce que j'appelle aussi les scénarios de vie qui se réactivent et qui datent parfois de l'enfance, parfois d'une réflexion, parfois d'une scène qu'on a vécue et qui nous a laissé des traces, en fait, et qu'on n'a pas nettoyé. Et alors, ça me fait une excellente transition pour l'autre question que je vais te poser, qui est sur l'autorité.
Ce fameux moment Mm. où on te dit, moi-même je le dis tout le temps, j'ai un problème avec l'autorité. Et tu m'as dit quelque chose de très intéressant. Moi, je suis OK avec l'autorité quand elle est à la hauteur. Ça veut dire quoi? Parce que finalement, ce principe d'autorité, ce problème d'autorité, c'est quelque chose qu'on connaît, je pense, depuis l'enfance. Donc, les injonctions, etc. Mais oui, c'est quoi notre problème vraiment profond avec l'autorité? Et c'est quoi une autorité à la hauteur? Alors, je vais parler de moi, Oui. du coup, parce que c'est encore une fois, l'autorité, ça peut être un mot valise, ce que j'appelle un mot valise, c'est-à-dire on n'y met pas tous la même chose. Tu vois, c'est comme la communication, on n'y met pas tous la même chose, etc. Donc, c'est important de préciser. Moi, c'est vrai que je t'ai dit ça. L'autorité, alors en fait, moi aussi, j'en ai eu des injonctions. J'en donne plein à mes enfants aussi, parce que je suis totalement imparfaite. Totalement autoritaire. Bah oui, bien sûr, ça doit m'arriver. Et en fait, moi, effectivement, dans mon enfance, j'ai entendu ma mère, à un moment donné, me dire « Tu as un problème avec l'autorité ». Et c'est un truc qui, depuis toujours, me gratouille parce que moi, je suis OK pour suivre. J'ai été en entreprise, j'ai eu des managers que j'ai adorés, certains où j'ai vraiment respecté, j'ai appris énormément avec eux, etc. Et pour moi, et je pense que ça parle beaucoup des générations d'aujourd'hui aussi, pour moi, donc peut-être je suis vieille, mais je suis jeune quelque part. Je suis jeune. Parce que j'ai toujours eu cette problématique. Pour moi, je suis OK de suivre des directives si la personne est exemplaire et que je respecte ce qu'elle m'apporte et qu'elle me respecte. C'est-à-dire que c'est dans les deux sens. Et que, donc voilà, donc l'idée, c'est de se dire aussi, c'est bien de s'adapter, c'est bien de savoir, on en parlait tout à l'heure, l'idée, c'est pas de devenir complètement freestyle et hors cadre tout le temps et faire que ce qu'on veut. C'est pas l'idée. L'idée, c'est quand on travaille ensemble ou qu'on vit ensemble dans l'aspect, ce que j'appelle l'intelligence relationnelle, c'est de savoir aussi qu'on n'est pas tous pareils et qu'on n'attend pas tous la même chose de la relation. Et dans cette histoire d'autorité qu'on retrouve beaucoup en entreprise, on peut bannir ce mot d'abord, parce que c'est vrai qu'il peut faire penser à autoritaire, alors que ce n'est pas la même chose. C'est important aussi de savoir poser son cadre, et ça inclut ses limites et les limites de l'autre. Donc de savoir travailler là-dessus, et donc de communiquer là-dessus. Ce qui est OK pour moi, jusqu'où, comment, etc. Donc, c'est vrai je sais qu'on pas peut si je vite réponds à ta passer. question. En fait, on peut vite passer d'autorité à autoritarisme. Ouais. Et c'est là où ça devient compliqué. Et Ça marche plus aujourd'hui, ça. ça marche plus pour autant. Pour autant, on le voit beaucoup, et c'est souvent lié à la peur. Plus tu as peur, plus tu deviens autoritaire. Et en effet, cette notion d'exemplarité, elle est intéressante parce que je trouve que ça conditionne aussi cette définition qu'on a chacun du respect. Ouais, complètement. Et ça reboucle avec la carte. On a tous la même carte où la carte n'est pas le territoire. La carte n'est pas le territoire, oui. Parce que finalement, toi, c'est quoi ta notion, ta définition du respect? Et est-ce qu'on a tous finalement la même vision des valeurs, et notamment de la valeur de respect? Non, et comment est-ce qu'on fait pour réussir à fonctionner tous ensemble? Moi, il y a un truc qui marche super bien, c'est de communiquer, en fait. Tu vois, c'est d'oser se dire les choses quand ça dépasse ce qui est OK pour moi. Le respect, on peut dire ça c'est OK, ça c'est pas OK. Et d'arriver à se le dire avant justement ce moment terrible où on pète les plombs parce que c'est plus fort. Ou alors que ça fait un moment qu'on rumine et qu'on, en analyse transactionnelle, on appelle ça coller des timbres. J'ai ressenti ce truc-là. Il y a un truc aussi, alors je ne sais plus dans quelle théorie, mais qui disent qui ne s'exprime pas s'imprime. Tu vois, et ça parle aussi du corps. C'est-à-dire que ce que je n'ai pas dit, je l'ai vécu, ça a collé une émotion dans mon corps.
C'est pour ça que parfois c'est intéressant de revenir au corps parce que lui, il s'en rappelle. Et il le manifeste par je me mets à avoir le cœur qui palpite très fort, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien, etc. Et c'est important de savoir communiquer là-dessus et d'autoriser. Et ça, c'est vrai qu'en entreprise, avoir un manager ou un supérieur hiérarchique qui autorise ça, c'est top. Après, ça ne veut pas dire que c'est l'anarchie la plus totale. Ça veut juste aussi dire que nous, en tant que manager, parfois, on peut capter chez notre collaborateur quelque chose qu'il ne dit pas, mais on le voit dans les yeux, tu vois, on est tous assez transparents, en fait. Quand tu as appris un peu à regarder les gens, tu vois, quand il y a soit un point d'interrogation qui arrive dans les yeux, soit un visage qui se crispe, où on manifeste de la peur même aussi, de l'anxiété, etc. C'est important de dire, écoute, tu me dis oui, et moi je vois non. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut en parler? Donc c'est vrai que c'est mieux quand ça vient des managers. C'est bien aussi quand on est un parent comme ça. Mais après, on n'est pas infaillible. Nous aussi, il y a plein de trucs qui s'activent et tout. Mais c'est vrai, c'est bien d'avoir des moments où on se pose. Et si on parlait de nous un peu? Tu vois, dans les couples, c'est pareil. Et si on prenait un temps, je sais pas, moi je l'ai proposé plein de fois à mon mari, tous les vendredis, après le boulot, on se pose et on parle de nous. Et si on se parlait de nous? Voilà. Donc, c'est un truc que je trouve qui est super chouette à faire parce qu'on va découvrir des nouvelles choses, des choses qu'on n'a pas vécues pareil, des moments où on va pouvoir dire, tu vois, là, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait bizarre, j'étais un peu surprise, ça m'a pas fait plaisir, etc. Et de l'exprimer en jeu. C'est moi, je l'ai vécu comme ça. Je te dis pas que tu l'as fait exprès, je te dis simplement que moi, je l'ai ressenti comme ça. Oui, parce que finalement, donc tu me poses une question, tu as vu, je vais très loin. Mais tu arrives là où je veux t'emmener, donc c'est parfait. Donc toi, tu parles de l'audace d'être soi. Tu t'accompagnes les gens à être, à faire preuve d'audace pour en tous les cas. Eux. Mais en fait, il y a aussi cette peur que être soi, ça veut dire aussi être égoïste. Tu as fait une vidéo là-dessus qui est très intéressante. D'ailleurs, mon mari m'a dit, arrête de dire que tout est très intéressant, tout m'intéresse, mais en effet, si... si tu m'écoutes. Ok. Cette vidéo, elle met en exergue le fait que avancer montre, en tout cas fait prendre conscience aux autres qu'il y a une espèce de décalage parce que on sort du cadre et finalement on va imposer un peu aux autres sa vérité, sa vision, sa volonté de s'affirmer sans nécessairement les écraser, mais en tout cas ça pose problème et on le voit souvent. Des personnes qui évoluent et donc ça peut créer une faille dans un couple, il peut y avoir des divorces ou alors quelqu'un qui va démissionner, ou en tout cas ça crée un dysfonctionnement parce qu'il y en a un qui avance et l'autre qui recule. Mais comment on fait justement pour déjà dépasser cette erreur de poser nos limites, parce qu'on se dit qu'à un moment donné ça peut tout faire péter, et comment on fait pour le faire accepter aux autres, nous, justement, notre envie, notre besoin d'avancer, ou en tout cas, le fait d'avoir avancé sans forcément s'en être rendu compte sur le moment. Ouais. Alors, il n'y a pas d'effet magique. Le truc, c'est que, effectivement, tu mets le doigt sur un truc qui est hyper important, que j'ai souligné dans cette vidéo où je parle effectivement que très souvent, quand on évolue, très souvent, c'est la peur des autres qui nous retient, parce qu'ils nous connaissaient d'une manière très comme ci, très comme ça, et puis on devient plus comme ci, plus comme ça. Enfin, bon, c'est pas très précis ce que je dis, mais... et en fait, on a l'impression... souvent, les gens, quand ils commencent un accompagnement ou ils ont peur de venir poser les choses en accompagnement, j'imagine, en thérapie, c'est pareil, où ils se disent « je vais ouvrir la boîte de Pandore et ça va exploser de tous les côtés ». Oui, ça peut. Et parfois, c'était nécessaire parce que si on vient, et si on a envie de travailler sur soi, c'est qu'on a bien un truc qui nous gratte à l'intérieur et peut-être qu'on s'est installé dans une vie professionnelle ou dans une vie privée ou dans une vie de couple qui ne nous correspond plus ou qui ne correspondait même carrément pas, mais on s'est mis là-dedans. Mais c'est vraiment à la marge, en fait. Très souvent, c'est des ajustements.
il ne faut pas en avoir peur parce que c'est très satisfaisant pour soi d'oser se regarder en face et se dire, ben moi j'ai besoin de travailler sur ce truc-là, je veux faire évoluer ma carrière, je veux qu'on fonctionne différemment dans notre équipe, je veux que ça se passe différemment et que j'ai besoin de communiquer des choses avec mon mari aussi, ça peut arriver, ou avec ma femme. Et en fait, faire cette démarche, c'est salvateur. Parce que c'est justement oser aller réinterroger des choses, mais en vrai, on va ouvrir les valises qu'on a envie d'ouvrir. D'abord, c'est pas moi qui vais décider quelles valises on ouvre. C'est vraiment le travail du chemin qu'on va faire ensemble. Et surtout, on est encore plus en accord avec soi-même et plus conscient des choses, en fait. Et c'est ça aussi le truc, c'est que très souvent, on vit des choses sans avoir conscience qu'on les vit, tu vois. Oui. Et en fait, avoir conscience de ce qu'on vit, comment on le vit, et ben on va décider. Je change ce truc-là ou je le change pas. Et ben, quand les autres autour de nous, dans notre sphère privée ou notre sphère professionnelle, sont concernés, ben, le mieux, c'est d'oser en parler, en fait, encore une fois. D'oser dire ce qui se passe pour moi. Là, tu vois, je vois que ça fait 5 ans que je suis à ce poste-là, par exemple, et ben, je commence à m'ennuyer. J'aimerais bien pouvoir aller vers plus de ci, plus de ça, commencer à évoluer. La seule chose qu'on me propose, c'est de devenir manager. Moi, en vrai, j'ai pas envie d'oser dire ça aussi, tu vois, parce que accepter un poste de manager quand, dans le fond, t'en as pas envie, parce que ça demande du boulot, hein, et puis ça demande un autre boulot, en fait, un autre travail, c'est-à-dire que tu vas sortir, dans la théorie, en tous les cas, après ça dépend évidemment des jobs, mais beaucoup de l'opérationnel, et si toi, t'adores l'opérationnel, bah, en fait, il va y avoir une frustration qui, à un moment donné, va s'exprimer parce que ça va te gonfler de faire le travail, de gérer l'équipe. Parce que ça demande du courage, une autre posture, une autre manière de faire. Donc, bah, je suis encore allée très loin. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, ça répond à ma question. C'est en fait, comment est-ce que tu embarques les autres, sachant que en fait, cette terreur qu'on a de poser nos limites fait qu'en général, on préfère ruminer, on préfère porter la culpabilité plutôt que de dire que ça ne va pas, par exemple. Et donc, je disais tout à l'heure, on s'imagine souvent le pire scénario, mais donc, est-ce qu'on confond dire non et ne plus être aimé, cette peur ne plus être aimé? Ah bah oui, ça c'est sûr. Oui. Un des conditionnements les pires, dont il faudrait qu'on arrive à se décoller le plus vite possible, c'est de confondre, si je dis non, je vais pas être aimé. Mais ça, on l'a beaucoup. Hein. Ça fait partie des trucs qu'on a plus ou moins tous. Ça dépend de notre personnalité, ça c'est sûr. Après, le sujet de savoir dire non, c'est pas non à la relation, c'est pas non à la personne. Déjà, prendre conscience que quand on dit non, et même parfois, moi je propose de le poser, de dire je ne te dis pas non à toi. Oh, ça fait très bouquin de développement personnel, mais d'oser dire je te dis pas non à toi, je dis non à ta demande. Ce que tu me demandes, c'est pas OK pour moi. Soit parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas envie, parce que plein de raisons. De donner 2-3 éléments de compréhension pour l'autre. Et que ce soit justifié tout de même. Que ce soit un petit peu justifié. Après, il ne faut pas partir dans des justifications non plus à n'en plus finir. Faut que ça soit correct, surtout quand c'est dans le monde du travail. Évidemment, c'est pas de sortir une pancarte à chaque fois qu'on me demande un truc, je vais dire non, je vais résister. Mais c'est plus d'expliquer, soit c'est non dans ce contexte-là. Si tu m'enlèves tel dossier ou si je peux prendre plus de délai sur tel autre, peut-être que ça peut rentrer dedans. En fait, qu'il y ait un échange qui se fasse. Et effectivement, le non, il est souvent confondu avec effectivement, on va plus m'aimer, ou on va penser que je suis pas compétente, ou on va penser que je sais pas faire, que je suis dans la volonté, dans une non-volonté d'accompagner, etc. La confrontation. La confrontation, ça peut être... Alors, c'est vrai que recevoir un non à un moment donné où on a toujours dit oui, ça va faire bizarre. Mais oui, on va te dire que t'es pas sympa. Bah ouais, on va essayer. Parfois, on peut tomber avec quelqu'un qui va nous manipuler.
même parfois de manière totalement Ouais. inconsciente. Ah bah parce que tu m'aimes plus alors. Si tu me dis non, c'est que maintenant tu m'aimes plus. Non, c'est pas ça du tout. Et c'est là où il faut préciser, je te dis pas non à toi, je te dis non à ta demande. Ouais. C'est subtil, Ouais. mais n'empêche que c'est la réalité. Et puis, il faut commencer par soi. Est-ce que je dis oui, c'est OK pour moi? Est-ce que si je dis oui, je vais pas me mettre dans la panade et je vais pas me mettre dans une urgence infernale et avec tous les dossiers? Parce que les gens qui savent pas dire non, et moi je suis un très bon exemple, j'ai appris, ça m'a beaucoup soulagée, ça m'a fait du bien, et ça m'arrive même en tant que formatrice quand je travaille avec des clients de dire non. Mon mari me dit t'es folle. Ben non, en fait, on construit une relation qui est d'égal à égal. C'est-à-dire, tu me fais une demande, je peux dire oui, je peux dire non. Et en fait, si je pense que je ne vais pas y arriver, vaut mieux le dire, plutôt qu'arriver à la fin et dire, bah, tu vois, tu aurais dû me le dire. Oui. Oui, ou que tu n'es pas d'accord avec la façon de faire. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que le non est parfois, souvent d'ailleurs, incompris. Parce que les gens sont encore dans leur croyance de il faut faire comme ça, c'est ça la bonne méthode. Ouais. Il faut pas dire beaucoup d'ailleurs, beaucoup dans le cadre du travail où on va te dire mais attends, tu te rends pas compte, il faut rentrer du chiffre, il faut prendre des clients, etc. Et parfois on s'engage dans une voie de souffrance. Oui, parce que le premier qui a du mal, c'est celui qui doit le dire aussi. Oui. Qui va pas oser et qui creuse sa tombe, hein, sa propre tombe en fait. Oui. Et c'est vrai qu'il faut s'enlever un certain nombre de... Et ça c'est pareil, c'est un truc qu'on travaille en accompagnement. J'ai beaucoup de gens que j'accompagne en entreprise où en fait l'idée ça va être en premier de se dire mais finalement est-ce que là tu es en train de me dire que tu es débordé, t'en peux plus. J'ai accompagné une jeune femme il n'y a pas très longtemps qui dès qu'elle me parlait de son boulot ou de voilà, l'idée du coaching c'était de gérer ses émotions. Et en fait dès qu'on a commencé à parler d'elle, bah, effectivement, elle était submergée par l'émotion. Donc, il a fallu déjà comprendre ce qui se passait. Et en fait, elle était totalement débordée de travail parce que, au fur et à mesure on a travaillé ensemble, on s'est rendu compte qu'elle disait toujours oui. Et même quand ça concernait pas des choses qui étaient dans son scope, en fait. Parce que pourquoi ? Parce qu'elle faisait partie de ces gens qui confondent le oui avec si je dis oui, je vais montrer que je l'apprécie, puis moi en plus, en contrepartie, on va m'aimer, on va me reconnaître en tant que bonne professionnelle. Oui. Donc le premier exercice, ça a été d'apprendre à dire, écoute, à poser les limites, à poser un cadre, à revenir à ses missions, à dire aux gens qui dépassaient un peu les bornes, parce que après, tu es connu en plus en entreprise pour prendre tout, dépatouiller tous les trucs, avoir tous les singes de tout le monde sur les épaules et tout. Donc, on connaît bien le chemin pour venir jusqu'à ton bureau. Bien sûr. Et en fait, d'apprendre à poser, à redire, écoute, moi, mon job, c'est ça. Donc, pourquoi pas prendre ta mission, mais à partir du moment où tu pourras me donner ça, c'est-à-dire à poser ses limites, à dire mon boulot à moi, il commence à partir de là. Donc, avant, je ne peux pas prendre ton dossier. Et tu vois, dans la sphère perso, c'est le cas, mais là, souvent, il y a, je sais pas, enfin, il peut y avoir, ça peut être fait exprès ou pas, mais un sujet de manipulation. En effet, de personnes qui vont se décharger sur d'autres pour plein de sujets qu'ils n'ont pas envie de traiter. Alors, la manipulation, c'est un mot qui fait vachement peur. Et parfois, elle est juste... C'est un grand mot, encore une fois, derrière lequel on cache plein de choses. Parfois, on est dans des habitudes. C'est-à-dire que oui, on se fait manipuler quelque part parce qu'on se fait reprendre dans le même piège, qui est de dire oui et de prendre tout en charge. Mais parfois, elle est totalement inconsciente de la part de celui qui la produit sur nous. Oui. Et elle restera inconsciente tant que nous, on ne dira pas, écoute, là, c'est pas OK pour moi. Donc, on ne va pas faire comme ça, en fait. Oui, c'est ça. Tant qu'on ne sort pas du schéma, la poussière retombe toujours sur les mêmes meubles. C'est ça. Et surtout, de réussir à le faire avant d'arriver dans ce truc où l'émotion, elle nous déborde et où elle prend le volant, en fait. Mais pourquoi on attire toujours les mêmes situations, à ton avis ?
Alors, c'est ce fameux truc, où, on est, comment dire? On a une certaine personnalité qui est de dire oui, de dire non, de je sais pas quoi, qui, nous a mis dans des schémas, dans des manières de vivre les choses avec nos blessures, avec nos expériences et puis parfois, on y va nous-mêmes, parce qu'on est 2 à jouer dans ces Mmh. cas-là. On n'est pas tout seul, hein. On Mmh. est 2 ou plusieurs et donc c'est comme si on avait un petit stimuli là qui se déclenche et on se dit, «Ah bah oui, je vais me proposer à faire ce dossier. Ah bah oui, je vais» et puis une fois qu'on l'a fait, on se dit: «Bah ça y est, ça recommence». Il y a une petite voix souvent qui Pourquoi on nous le dit fait? pourquoi on le fait? Parce que ça correspond à des choses qu'on sait faire, à ce qu'on a l'habitude de faire, et qu'on a vécu plusieurs fois et c'est ce qu'on appelle des scénarios, hein, de vie. Oui. Et la seule manière d'en sortir, c'est de venir les réinterroger, les poser sur la table et travailler dessus. Mais il y a des choses qu'on sait faire, mais qu'on n'aime pas faire, Ouais, mais qu'on fait quand même. ouais. C'est marrant, j'ai l'impression que tu me parles de toi. Ah oui, bien sûr. Mais je pense que je suis pas seule, je On suis est pas toutes seule pas là. on est tous Voilà, on est pareils. tous pareils, mais Ouais. c'est vrai il y a aussi cette notion de, je pense de reconnaissance. De toute façon, on est tous drivés par la Bah reconnaissance oui. aujourd'hui. Mmh. Mais c'est vrai que voilà, on se met dans ces situations où finalement, on va aller faire des choses qu'on n'aime pas, donc qu'on n'aime pas faire, qui ne sont pas nos zones de génie, mais comme on est fiable, on Mmh. y va quand même. Mmh. Là où, finalement, et c'est là que je veux t'emmener, on pourrait faire autrement. Bah ouais, mais ça aussi, ça demande à venir, s'interroger et se dire, bah, comme tu le fais là, comme tu me dis: «Mais il y a des choses que je fais, que j'ai plus envie de faire, mais que j'ose pas lâcher». Bah, parce qu'en fait, on est reconnu à cet endroit-là Mm. et puis on est pris dans un automatisme et les automatismes, alors là, je vais faire un peu, ma sachante, hein, mais notre cerveau, il est construit comme ça aussi, pour nous emmener dans nos automatismes. Le matin, on se lève avec, 100 d'énergie et notre cerveau, il nous dit, il faut que tu tiennes jusqu'à la fin de la journée. Donc, pour tenir jusqu'à la fin de la journée, ce qui va être le plus simple, c'est de se mettre dans un mode automatique. Mhm. Notre cerveau, il consomme moins d'énergie parce qu'on a l'habitude dans les gestes, dans la manière. C'est quand tu vas le matin, tu te lèves, tu commences ta journée. Tu as l'habitude de commencer par ta douche, tu prends ton café, Mm. tu te retrouves dans le métro, tu vas au boulot et tu te retrouves à la station qui arrive à ton boulot, tu t'en es même pas rendu Oui. compte. Ça, c'est le mode automatique. Ok. Il est super efficace et il nous oblige d'une manière un peu, comment dire, systématique à aller refaire la même chose. Et donc c'est pareil pour toutes les choses qu'on fait tout le temps, les scénarios qu'on reproduit, les histoires de je fais ci, je fais ça. Et à un moment donné, il va falloir s'autoriser à se dire, attends là, j'arrête pas de me plaindre Mm. que je fais tout le temps, que je fais tout pour tout le monde, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, de se mettre dans ce qu'on appelle le mode adaptatif dans son cerveau. Donc, ça demande une bascule. Mhm. Donc, ça, moi, je le travaille beaucoup en accompagnement, aider les gens à basculer, prendre du recul. Mais toi, quand tu es tout seul dans ton métro et que tu te dis, ça y est, je suis reparti dans ma roue, Tu vois la même personne qui fait la gueule tous les matins dans le métro. tu te dis, OK, alors qu'est-ce que je dois faire pour faire cette bascule et devenir un peu créatif dans ma manière de faire? Donc, c'est de prendre des pauses aussi dans son agenda. C'est ce que j'appelle des rendez-vous avec soi-même, où on va se reposer des stratégies, qu'est-ce que je veux faire de ma semaine, qu'est-ce que je veux faire de ma journée, poser une intention sur sa journée, par exemple. Alors là, la journée d'hier, c'était l'enfer. Je suis retournée dans ma petite boule comme un hamster et je continue à ramer. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, se prendre les 20 minutes potentiellement dont on a besoin. Il y a des gens, ils ont juste besoin de prendre un temps. Il y en a d'autres, ça va être écrire, poser les choses vraiment. Qu'est-ce que je veux qui change? Qu'est-ce que je veux qui change? Comment je vais m'y prendre? Donc, quand tu es au boulot et que tu es entouré de collaborateurs, ça va être peut-être de se dire, je vais commencer à déléguer. Mais déléguer, c'est pas facile quand on aime faire. Ouais. Surtout quand on est perfectionniste. Ouais. Parce que ça va peut-être être de devoir négocier avec soi-même, avec l'autre, de comment les choses doivent être faites. Enfin, tu vois, il y a plein d'options possibles. Mais la première, c'est de se dire, qu'est-ce que je pose comme intention sur ma journée? Qu'est-ce que je veux changer? Et qu'est-ce que j'arrête de faire qui me dérange, en fait?
Oui. C'est un vrai job, hein. Ouais, c'est un vrai job. Et d'ailleurs, poser une intention, ce qu'on se disait, c'est que ça peut paraître un peu perché. Enfin, on entend tout le temps On ça, entend tout le les temps en ça. conscience, les pleines Ouais, consciences, ouais. etc. Mmh. Non, mais dans les faits, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir vraiment cette, capacité et cette volonté. Mmh. L'intention, c'est d'avoir la volonté de se dire: «Je me plains, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire autrement?» Parce que c'est facile, hein, de refaire toujours la même chose, parce Ouais. qu'on sait forcément ce qui va se passer et puis on n'est jamais déçu, même si en vrai on est déçu que ça soit la même chose qui se passe. Mais, on met en place un comportement qui va nous emmener à un résultat qu'on va valider et on est dans un biais, en fait. Oui, on en a bien. Ouais, Oui, parce qu'en fait, tu te dis, je le fais comme ça, je sais que c'est bien fait. ouais, Et tu as peur, parce que tu as peur en déléguant que tout pète. Donc, tu continues à faire. Et puis, au bout d'un moment, tu dérailles. ouais, On en revient toujours à la même chose. ouais, Et les ouais, gens te disent, bah, enfin, je croyais que tu adorais faire ça. Bah non, j'aime pas du tout la compta. ouais, Par exemple. par exemple. Après, on peut pas tout enlever. Oui. Tu vois, tu parles de la compta, moi je dois faire ma compta aussi, j'aime pas, j'ai un comptable, OK, mais j'ai quand même des trucs à faire. Eh bien, ça va être de se dire à quel moment dans la semaine, c'est le plus «écologique pour moi» entre guillemets. C'est-à-dire à quel moment déjà, vaut mieux pas le faire ça après le déjeuner, après, en tous les cas pour moi. Donc moi, je sais que sur ce genre de truc très, qui m'amuse pas du tout et qui, est, très laborieux pour moi, Oui. et le vendredi matin, c'est pas mal. OK. Tu vois? Donc c'est aussi Choisir son s'organiser, moment. choisir son moment et avoir réfléchi à, ce truc-là, je peux le déléguer, donc je m'en libère. Il faut que je m'autorise à ce que ça soit pas fait exactement comme je l'aurais fait, mais ce qui est important, c'est le résultat et le résultat, s'il est là, c'est OK. Donc c'est un petit travail de, on va dire, lâcher prise, même si ce mot-là, il veut pas dire, grand-chose. En tous les cas, il veut pas dire la même chose chez tout le monde. Et puis, parfois, il y a des choses, et oui, je dois continuer à les faire. À quel moment, comment je m'organise, de quoi j'ai besoin. C'est de savoir écouter aussi ses propres besoins, en fait. C'est ce que Ouais. j'appelle son écologie personnelle. Donc, c'est de réfléchir un peu à son agenda, comment je l'organise pour que les choses que je dois continuer à faire soient faites avec le plus de souplesse et, comment dire, légèreté. Légèreté. Ouais. Et Qu'elle soit le moins lourde pour moi, quoi. ouais. Parce que il y a donc lâcher prise, OK, déléguer. On sent que tu aimes, hein? J'adorerais faire ça. Non, mais c'est un vrai objectif Ouais. de prise de conscience et de pleine conscience. Mais il y a un truc aussi qui est, c'est vrai qu'on est conditionné, on Ouais. revient toujours au conditionnement, on est conditionné en France à progresse sur là où tu es mauvais, capitalise, en tout cas, repose-toi sur ce que tu sais faire. Et donc toi, ta façon justement de penser, elle est différente. C'est plutôt dire, arrête de corriger tes faiblesses et capitalise sur tes forces. Et c'est vrai que c'est intéressant. J'ai redit intéressant. Parce que finalement, en fait, on s'épuise à devoir corriger nos faiblesses. Comment est-ce que on peut aller découvrir quels sont nos talents? Comment est-ce qu'on découvre? Et c'est vrai que souvent, quand on a eu des échecs, là, récemment, on me disait quelqu'un qui a fermé sa boîte et qui me disait, mais elle sait pas quoi faire, elle pense qu'elle sait que cuisiner. Mais parce que finalement, tu t'accroches à ce que tu savais faire avant facilement. Donc, comment est-ce que tu vas aller trouver tes autres zones de génie? Alors, c'est vrai que qu'on n'est pas tout à fait construit comme ça dès le départ à l'école, hein. C'est-à-dire que après, moi, j'ai pas de conseils à donner à qui que ce soit sur comment on est, comment l'école est construite en France, mais on part d'une note de 10 ou de 20 et à chaque erreur, on t'enlève des points. Donc forcément,
tu te dis, ben, pour atteindre le 20 ou la note complète, il va falloir que je corrige mes erreurs. Enfin, tu vois, ne serait-ce que dans le mindset, on est déjà comme ça. Oui. Donc, et puis, en plus, si on a l'injonction de la perfection, de se dire, voilà, et pour être parfait, il faut savoir faire ci, il faut savoir faire ça, il faut savoir faire ça. En vrai, on n'est pas bon partout. Et déjà, c'est de se dire, c'est OK. Et ce qui va être important, en tous les cas, dans les moments où on a besoin de reconstruire quelque chose, tu vois, tu donnais cet exemple de cette personne qui devait changer de travail et qui ne savait que cuisiner. En vrai, Elle pense, ouais. elle pense qu'elle sait que cuisiner parce que c'est là qu'elle a eu de la reconnaissance. C'était aussi sans doute tout son schéma de construction pour trouver son travail, etc. Donc c'est vrai que c'est dur. Mais en vrai, ce qui va être intéressant, c'est d'aller visiter toutes ces zones, comme tu l'as très bien dit, ces zones de génie, ces talents qu'elle met en œuvre depuis toujours. Et on en a plein tous. Et ça va être important d'aller se reconnecter à ça. Donc, c'est pas magique, mais ça va être d'aller visiter tous ces moments. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi dans mes accompagnements pour réussir à redonner confiance et montrer aux gens qui savent faire plein de trucs au-delà du métier qu'ils font aujourd'hui et que peut-être pour reconstruire une autre voie ou pour reprendre confiance, ça va être d'aller se nourrir de tous ces trucs. Parce que, en fait, nos zones de talent, nos zones de génie, on les retrouve dans les moments qu'on appelle les moments de flow. C'est pas moi qui ai inventé le mot. Le mot, il a été inventé par un monsieur dont l'orthographe est imprononçable pour moi. Donc, s'il y en a que ça intéresse, je leur donnerai comment ça s'écrit. Hein, parce que... On essaiera de le mettre à l'écran sur YouTube. Ouais, voilà. Mais c'est ces moments où... que j'ai décrit dans une autre vidéo, je crois qu'on a fait ensemble, où le temps disparaît, où il peut y avoir, on a commencé à faire un truc, alors ça peut être, je dis n'importe quoi, la couture, le tricot, le sport, les stats, la compta, enfin des choses, voilà, comme quoi on est tous différents, où on nous reconnaît là-dedans. Très souvent, on a besoin de l'aide des autres pour dire dans quelle situation tu as reconnu quelque chose que je fais vraiment bien, que les autres ne font pas comme moi, ou c'est vraiment ma patte, c'est vraiment mon... Et nous, quand on vit ces moments-là, le temps disparaît, on est dans un truc où on a de la ressource à gogo, en fait. Oui. Et du coup, c'est très beau, à gogo. À gogo, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu, ouais. C'est ce que j'étais en train de me dire. Écoute, pardon, j'ai fauté. Voilà, maintenant vous savez à quelle génération j'appartiens. Donc c'est les moments où la ressource, elle est toujours là en fait. Et puis où on s'épanouit, on est bien, on est heureux. Voilà. Et ces talents, voilà, on va aller les chercher comme ça avec tout un tas d'exercices que je vais proposer. Et on va redécouvrir qu'en fait, on sait faire plein de choses et que ça parfois ça correspond à des métiers, ça correspond à des passions, ça correspond, et l'enjeu ça va être c'est pas forcément de changer de travail, mais c'est les faire revenir dans ta vie. Oui, parce que finalement quand tu fais les choses naturellement, tu te dis pas que c'est un talent. Tu te dis que c'est normal et que donc c'est pas forcément quelque chose que tu pourrais monétiser ou dont tu pourrais faire pas forcément, ton métier. Pas forcément. Ça peut être, tu vois, quand il y a des gens qui ont un ras-le-bol de leur boulot, qui pensent qu'il faut qu'ils changent, parfois c'est pas forcément l'atterrissage à la fin. Ou en tous les cas, c'est peut-être pas la première étape. Tu vois, et on peut aussi faire des changements par petits pas, mais avec des petits pas qui vont te permettre de te reconnecter à toi. Mais ça, alors, tu vois, je trouve que ça demande aussi du courage parce que ça veut dire donc assumer qui on est vraiment, nos spécificités, nos différences, demander aux autres ce qu'ils pensent. Donc, c'est quoi la technique aussi pour demander aux autres, puisque tout seul, on va se dire, non, attends, c'est tout à fait normal que je sache faire ça, je l'ai appris, c'est logique. C'est quoi la bonne façon de demander aux autres, justement, quelles sont nos zones de génie? Déjà, c'est important de demander, quand on veut demander aux autres, et c'est vachement intéressant de le faire parce qu'on n'a toujours que des bonnes surprises finalement. D'abord, faut passer un cap pour se dire
j'ai suffisamment d'importance pour m'autoriser à demander aux autres ce qu'ils pensent Hmm. de bien chez moi. Déjà, tu vois, la Oui, de formulation bien. de bien. On est là pour voir ce Oui. qui va bien. C'est pas que penses-tu de moi? Ouais. Un jugement global où on va te dire tes points positifs, tes points négatifs. Ouais. C'est pas ça. Non, et c'est pas quelque chose qu'on fait et qu'on demande à quelqu'un qui nous a dit tu sais pas faire ça, tu sais pas faire ci. Donc c'est plutôt avec des gens de notre entourage professionnel et personnel qui sont plutôt des gens qu'on considère comme bienveillants. Ouais. Et c'est pas une solution de facilité de faire ça. C'est juste que c'est des gens qui ont un regard sur nous, qui vont être capables de sortir des choses positives et de les mettre en valeur pour nous. Et finalement, quand on fait cette démarche, et puis surtout, ce qui va être important aussi, c'est de l'allier avec, tu reconnais, je sais pas, par exemple, une bonne écoute chez moi, une personne qui est toujours là pour les autres, ou au contraire, qui sait très bien mettre en valeur, qui sait très bien faire telle ou telle chose. Enfin, voilà, on peut tout imaginer. Ça va être de demander aussi à quel moment, dans quelle situation que tu m'as vu vivre ou que tu as vécu avec moi, tu as vu ce talent. Parce que là, ça va le concrétiser, ça va le rendre dans le réel. Et ça, c'est important parce qu'on a toujours tendance à dire, quand on nous fait un compliment ou un retour positif, de dire c'est parce qu'il m'aime bien. Parce que, tu sais, on confond toujours. Oui. On confond toujours, il me dit ça et il valorise ça chez moi parce qu'il m'aime bien. Mais en fait, c'est pas de l'amour, c'est simplement, on le voit. Et il y a une preuve. Donc, c'est important de le lier, à quelque chose une situation concrète, une situation vécue. Ok. Et donc, trouver ses talents, donc ça veut dire aussi derrière arrêter de vouloir ressembler à tout le monde. Comment est-ce qu'on les exploite? Enfin, comment est-ce que là, tu as posé une première brique avec les questions qu'on pose à notre entourage, mais comment est-ce que on les identifie et on arrive derrière à s'en emparer finalement, parce que c'est tout le travail que tu fais d'accompagnement là-dessus. Comment ça fonctionne? Eh ben, en fait, ça fonctionne avec tout un tas de petits exercices où on en arrive à effectivement poser ces différents talents et les reconnaître, les voir, les accepter et se dire bah oui, effectivement. Et ce qui est pas mal, c'est de les personnifier aussi. C'est-à-dire, tu vois, tout à l'heure, c'est un peu l'exercice que tu as fait en démarrage avec moi en me disant c'est quoi ton personnage? Effectivement, Wonder Woman, la fée Clochette, ça peut être la stratège en moi, ça peut être le Calimero. Enfin, le Calimero, c'est pas forcément un talent, mais c'est celui qui sait voir les failles. Enfin, tu vois, c'est de construire un personnage que tu vas voir, qui a été présent dans plusieurs étapes de ta vie, à différents moments, où effectivement, tu l'as vu. Ça peut être la combattante, la rebelle. Tu vois, on parlait tout à l'heure de l'autorité. Ouais. Donc peut-être qu'effectivement, dans les moments où on m'a dit que j'aimais pas l'autorité ou que j'avais un problème avec l'autorité, peut-être qu'il y a une rebelle en moi. Mais une rebelle, c'est génial parce qu'elle m'a permis de dépasser telle épreuve dans ma vie. Elle m'a permis Donc là, dans l'étape dans laquelle je suis, de me poser des questions, etc., peut-être je vais la faire revenir, cette rebelle qui vit en moi et qui a des talents de personnes qui sait lever les boucliers, qui sait aussi s'emparer de sujets pour les faire évoluer, pour les faire avancer. Et cette rebelle, peut-être, elle a des besoins. Alors, ça va être quoi son besoin? C'est de regarder, elle a peut-être besoin de reconnaissance, donc elle a peut-être besoin d'aide aussi, parfois elle a peut-être besoin de repos, elle a peut-être besoin de bien manger pour être au mieux de sa forme, tu vois. Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'aller au-delà des talents, voir les personnages qui s'animent, parce qu'on est plusieurs dans la même tête, je pense que tu le sais. Comme dans je te le dis. Vice-Versa. Exactement. Ouais. Alors, dans Vice-Versa, on parle des émotions. Oui. Les émotions, elles s'activent aussi. Nos différents personnages qui nous habitent, ils ont des émotions différentes. Par exemple, la visionnaire, son émotion, ou la stratège, si on en a une, son émotion, c'est la joie
elle est animée par la joie quand elle arrive à aider les autres à construire la bonne stratégie ou des choses comme ça. Moi, j'en ai une qui s'active assez régulièrement, que j'ai appelée, je ne sais plus comment, mais un truc autour de la créative, un peu touche à tout, tu vois. Par exemple, elle m'habite et elle est là assez régulièrement. Et je la fais venir quand je sens que ma tête chauffe trop. J'ai trop travaillé, j'ai trop... voilà, parce qu'accompagner les gens, c'est aussi... Il y a des moments, tu as besoin aussi, toi, de déposer tes valises. Oui. Et alors, évidemment, moi aussi, je travaille sur moi, mais je fais travailler mes mains. Donc, je vais avoir besoin de construire des trucs avec mes mains. Donc, consciemment, je me dis, ben là, peut-être que ça va me servir à rien de me reposer dans mon canapé devant une série. Finalement, c'est pas ça qui va m'aider. Ce qui va me ressourcer, c'est d'aller dans mon talent de créative pour faire un truc avec mes mains. Et quand on fait un truc avec ses mains, ça repose le cerveau. Oui, c'est un peu méditatif. Ouais. Ouais, Moi, la effet. méditation, ça dépend des C'est moments. tellement dur. Ouais, ça marche pas toujours très bien sur moi. En revanche, faire travailler mes mains, ça marche super bien. Donc, tu vois, c'est pas dans mon métier aujourd'hui de faire travailler mes mains. Peut-être ça sera dans un futur métier, j'en sais rien. Pourquoi pas? Je ferme la porte à rien du tout. Mais en tous les cas, ce talent-là, je vais le chercher et je l'active dans mes loisirs. Parce qu'il me fait du bien. Oui, ok, donc c'est finalement, en effet, parce que ça peut paraître un peu étonnant de dire, tu vois, j'invoque tel personnage, etc. Ouais. Mais finalement, c'est vraiment, tu l'incarnes à un moment donné, comme tu les as dans une activité, détectés, en fait. Ouais. tu sais exactement comment les utiliser. Bah oui, c'est facile de switcher. Ouais, Sans tomber en mode Split, le film Split, là, où là, tu dis, OK, il est complètement cinglé. Alors là, ouais, non, Voilà, l'idée, c'est pas de devenir schizophrène. C'est pas ça. Hein. Oui, l'idée, c'est de se dire, je suis faite de plein de facettes. Et ces facettes-là, elles sont faites de choses dont j'ai besoin. Je vais aller nourrir ces trucs-là et de savoir les reconnaître. Quand tu me disais quand on est tout seul, alors quand on est en accompagnement, déjà on les identifie, etc. Ces talents, en tous les cas, si l'accompagnement va vers ça, c'est pas tous mes accompagnements qui répondent à cette méthode, mais et surtout d'en avoir pris conscience, tu te sens jamais seul en fait. Ouais. Tu peux faire des petites AG. Ouais, c'est ça. Alors là, qu'est-ce qu'on active? Alors dis donc, la créative, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Dis donc, la rebelle, tu te calmes, voilà, parce que là, c'est bon. Voilà, déjà, tu m'empêchais de dormir cette nuit. C'est ça. Ouais. Ok. Est-ce que, une fois qu'on a identifié tous nos vrais talents, alors j'imagine que c'est quand même le travail d'une vie d'identifier ses talents. Oui, ça se régénère en plus. C'est ça. Tu vois, c'est écologique. C'est écologique, ça se régénère, ça pousse, ça peut être là pendant des années, puis finalement on n'en a plus besoin. Enfin, oui, quand on dit c'est le travail de toute une vie, quand on a envie d'être bien avec soi-même, bah, évidemment ça s'arrête jamais. Après, on peut faire des pauses et puis c'est pas tout le monde n'en a pas besoin, hein, évidemment. En tout cas, quand on a commencé ce travail, est-ce que cette petite voix là qui te dit tu n'es pas légitime finit par se calmer? Bah oui, j'espère quand même. Ouais. En tout cas, pour toi, ça fonctionne? Bah oui, ça fonctionne. Ouais. Bon, elle revient assez régulièrement, mais je sais la faire taire plus vite. T'as un personnage qui lui dit... Qui lui dit, t'es gentil, c'est bon, tu me sers à rien là aujourd'hui. Là, hein. Mais c'est des phases d'ombre aussi. Bah oui, bien sûr, parce que tous nos talents ont une ombre. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'aurais adoré. Hein, c'est Jung que j'adore. Et effectivement, c'est bien de connaître les ombres de nos talents aussi, parce qu'on les voit arriver, en fait. On les voit arriver parce que ça va parler de nos travers, des endroits où... et c'est bien de les accepter aussi.
Tu vois, un peu comme il y a un petit film d'animation que j'aime bien montrer parfois quand je travaille en collectif, où tu vois une jeune femme qui doit faire des présentations et finalement, à chaque fois qu'elle doit parler en public, elle a un espèce de crocodile qui passe sur son écran, tu vois, comme ça, Ok. qui vient, en fait, c'est son ombre, quelque part, qui vient lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais avoir peur et tout. Et du coup, tu la vois se recroqueviller et commencer à bafouiller, etc. C'est ça, quelque part, une ombre. C'est Ouais. une peur qui se réveille ou c'est un truc qui s'active quand finalement il y a quelque chose que tu dois nourrir et que tu dois aller alimenter ton besoin, tu vois. Je ne sais pas si c'est un peu théorique ce que je raconte, mais et c'est bien de la connaître parce que quand Oui. on la sent arriver, c'est le moment de faire le pas de recul et de dire qu'est-ce que je fais, de Oui. quoi j'ai besoin, qui peut m'aider, et de savoir en parler. Tu vois, quand c'est dans le monde du travail, par exemple, de dire, tu vois, moi, parler en public, pourtant, quand je maîtrise mon sujet, super, mais j'ai toujours cette peur qui se réveille. Oui. De quoi je vais avoir besoin? Qui peut m'aider? Oui. Qu'est-ce que je peux activer pour me soulager? Quel travail tu peux faire? Ouais, Comment tu peux être accompagné ouais. euh, Le surmenage aussi, ça fait réactiver les ombres. Hein. Ouais. Mm. Ouais, c'est vrai. Est-ce que pour toi, réussir sa vie, c'est réussir à être pleinement soi? Oui, j'ai envie de dire oui, puisque c'est Ouais. ce que j'ai envie d'aider les autres à faire. C'est Donc, ça. alors pleinement, c'est là où tu vois, j'ai tiqué parce que pleinement, en fait, tu découvres des choses tout le temps. Ouais. Et c'est ça que je trouve passionnant, c'est Ouais. que selon le chemin que tu prends toute toute ton évolution au fur et à mesure. Alors, j'ai vu dans des commentaires, est-ce qu'on est obligé d'évoluer? Ah, évidemment que non. Alors d'abord, c'est un mot, c'est de se dire, est-ce que j'ai envie d'arriver à la complétude? Est-ce que moi, la manière dont je l'exprime, c'est de pouvoir exprimer le plus possible qui on est à travers ce qu'on fait dans la vie. À travers ce qu'on fait. Ouais, Dans un monde qui nous demande sans cesse de nous adapter, de nous conformer. ouais. Donc, c'est encore une fois, on en C'est un revient peu à un cette défi, notion de hein. courage. Ouais, tout à fait. Et donc, pour y arriver, c'est quoi? Parce qu'évidemment qu'on ne peut pas se lever un matin et dire allez, allez, je change. On ne peut pas révolutionner sa vie, bien sûr, comme ça du jour au lendemain. Donc, il y a aussi cette stratégie des petits pas. Ouais, il y a la Qu'est-ce qu'on stratégie fait, des petits pas. Et voilà. c'est-à-dire, Comment on avance? Ouais, il y a la stratégie des petits pas. Il y a aussi se laisser tranquille parfois. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, tu disais, on se lève un matin. Il y a des matins, on n'a juste pas envie d'être au top du top. Et c'est OK. C'est savoir accueillir les moments où on est un peu fatigué, où on a besoin de vacances peut-être, ou de faire des pauses, ou de faire revenir des choses qui nous ressourcent. Mais évidemment, l'enjeu, c'est de s'aimer déjà. C'est un grand mot. C'est pas facile, hein? Non, Ouais. non. Mais c'est un Ça passe entraînement. par quoi? Ça passe par se connaître, savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, sans que ça soit un truc énorme. Hein. On n'est pas tous obligés de devenir super connus et d'avoir un job de dingue, mais que ça soit en phase avec ce qu'on va appeler notre axe, notre mission et ce qu'on est venu faire sur Terre, en fait. Ouais. Mais est-ce qu'on est Ça heureux? met un peu de la pression. Hein, Non, mais c'est ça. Mais tu vois, même je me dis, est-ce qu'on est vraiment heureux quand on est super connu et qu'on a un job de dingue? Enfin, moi, quand j'observe, tu vois, justement, tous les gens connus, je me dis qu'ils n'ont pas forcément l'air hyper heureux. Ouais. Puis c'est pas une fin en soi. Hein. Je donnais cet Oui, exemple parce que voilà. Non, mais on a souvent cette idée. Je pense que tu as donné cet exemple parce qu'on a souvent cette idée de dire, faut faire un grand truc, une grande chose. Si j'étais hyper connue, si je gagnais beaucoup d'argent, etc. Ouais. Mais finalement, il y a aussi, des choses simples. En fait, on s'isole dans ces injonctions-là aussi. Ouais, complètement. Pour moi, réussir sa vie, c'est s'aimer. Alors, c'est un travail de toute une vie aussi, hein, évidemment. Mais c'est aussi rendre les gens heureux autour de toi. Se dire que si chaque jour, tu as aidé quelqu'un ou tu as aidé quelqu'un en tous les cas, moi, à se reconnecter, à se sentir mieux, pour moi, ça, c'est réussir sa vie, en fait. Avoir un sens. Avoir un sens. Tout simplement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le sens, c'est super important. Ouais. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose?
Je crois pas. Non, je crois pas. Ouais. Bon, je pense qu'on s'est dit vraiment beaucoup de choses. Ouais. En tout cas, Ça me vient pas là, en tout ça ne cas. vient pas là. Ça me viendra sans doute plus tard. et je Après, me dirai, après merde, l'épisode, j'ai oublié. mince, tu nous feras une story sur Instagram. Ouais, voilà, exactement. Si on veut te contacter, Oui. c'est par où? Il y a toutes mes coordonnées sur LinkedIn. Ouais. Insta aussi. Insta ouais. aussi, Et je en conseille message donc les privé. vidéos de Géraldine. Sont Ouais. top. Voilà. Merci à toi. Quand même, merci à toi, parce que tu m'as sorti de l'ombre, quelque Ouais. part, qui était pas évidente pour moi. Donc, Ouais. donc Écoute, non, j'ai pas de questions, mais ouais. un grand merci, beaucoup de gratitude. Oh, merci à toi aussi. Voilà, On se passe s'adore, un on peu. s'adore. Ouais. Tout le travail qu'on fait ensemble, c'est Donc, vrai que tu oui, me fais beaucoup de bien. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Et bien, moi, je continue à travailler tout le temps. Hein. Quand je parle des autres, je parle de moi, en fait. Oui, bien aussi. sûr. Oui, on parle toujours de ça. Bien sûr. Bon. Donc, pour me contacter, Oui. LinkedIn. Insta, LinkedIn. Ouais. C'est bien. C'est parfait. Hein, c'est bien. Donc, Géraldine Bichard sur LinkedIn et sur Insta. Tout à fait. Merci infiniment. Merci à toi. C'était, je vais pas dire hyper intéressant, parce qu'après, j'en ai des problèmes, mais voilà. C'est inspirant, c'est éclairant et en effet, c'est un travail, en tout cas des prises de conscience que j'espère on aura pu susciter à l'écoute de cet épisode ou si vous l'avez regardé sur YouTube. Merci à ceux et celles qui ont regardé, écouté l'épisode. Moi, je compte sur vous aussi je vous regarde. Je compte sur vous pour nous soutenir parce que ce podcast, il existe aussi parce que vous êtes là. Et donc, allez-y, likez, commentez, partagez. Si vous avez des questions à poser à Géraldine, donc vous pouvez les poser soit sur LinkedIn, soit sur Instagram, soit aussi en commentaire de cet épisode. Voilà, moi, j'ai adoré faire cet épisode. Ouais, moi aussi. C'était top. Et je vous dis à très vite pour un prochain. Ciao.